Bonjour à tous les auditeurs de Radio Théolis, c'est Vincent Lequen qui vous parle. Vous êtes bien dans l'émission Le Monde tel qu'il est et nous en sommes aujourd'hui à la 38e édition de notre émission. D'ailleurs, je démarre tout de suite en précisant que j'ai commis donc une erreur fatale en début d'émission de la semaine dernière, que j'ai elle-même nommée 38e édition alors que nous en étions qu'à la 37e. J'espère que mes chers auditeurs de Radio Théolis voudront bien me pardonner cet excès de confiance qui m'a porté à une semaine de plus, à une édition de plus de notre émission favorite. Alors, je vous rappelle que nous consacrons cette émission à la géopolitique, que souvent, ma foi, la géopolitique est une science du quotidien, au sens où c'est ce qui se passe en temps réel qui est souvent notre inspiration principale. Évidemment, tout le monde aura noté que cette semaine, ou du moins au moment où je vous parle, le sujet d'actualité, ce sont les différents affres, à nouveau les affres du président des États-Unis, cette fois-ci en matière de droit, barrières douanières, de droit, de protectionnisme, et de ses tarifs, comme il le dit en anglais. Ma foi, avec des revirements, des solutions qui n'en sont pas. Enfin, c'est très très instable. Ça ne fait que faire peser sur l'ensemble de l'économie mondiale et donc de la géopolitique, ma foi, des risques importants. Toutefois, aujourd'hui, j'ai choisi de traiter avec vous un sujet un petit peu connexe, évidemment, à cette situation. Mais justement plutôt dans les solutions que dans l'analyse des problèmes, à savoir, je souhaite nous consacrer aux travaux qui sont en train d'être menés dans le cadre de relations et d'un sommet entre l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, et un certain nombre de pays de l'Asie centrale. Vous allez tout comprendre en nous écoutant, mais l'idée principale de ce sommet, c'est évidemment d'essayer de développer des relations commerciales et géopolitiques entre ces deux parties du monde, et donc au-delà des problématiques posées par les États-Unis. Revenons donc à notre sommet donc entre eurasiatesque, en commençant par expliquer que ce sommet se situe donc en Ouzbékistan, pour cette fois-ci, à l'heure où les clochers de Samarcande, donc la ville ouzbèque, donc sonnent le crépuscule, un événement donc historique. Ce sommet s'ouvre dans cette cité qui est une cité millénaire, située sur l'historique route de la soie. C'est le premier sommet entre l'Union européenne et ces pays d'Asie centrale qui réunissent donc les 27 États membres de l'Union européenne et 5 donc des républiques d'Asie centrale. Ma foi, le tout est présidé par Shavkat Mirziyoyev, le président de l'Ouzbékistan. Et ce rendez-vous, qui est de nature diplomatique, est donc inédit puisque c'est le premier, et il va avoir également la participation d'Antonio Costa, qui est le président du Conseil européen, et d'Ursula von der Leyen, plus connue que Antonio Costa, qui elle est la patronne de la Commission européenne. Et donc on aura les dirigeants du Kazakhstan, donc outre l'Ouzbékistan, des dirigeants du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et du Turkménistan, qui sont donc des républiques, ma foi, de l'Asie centrale. Nous sommes, faut-il le rappeler, comme nous le faisons chaque semaine dans le traitement de tous ces sujets au sein de notre émission Le Monde tel qu'il est, dans un monde fracturé depuis déjà longtemps. Et actuellement, il laisse, par les conséquences, si on veut se situer dans la zone européenne ou centrale asiatique, par les conséquences de la guerre en Ukraine, et puis donc on l'a évoqué en introduction, par les tensions entre la Chine et les États-Unis. Et donc cette rencontre est plus calme, plus en marge, moins médiatisée, elle incarne
la quête européenne de nouveaux partenariats stratégiques, puisqu'il faut bien diversifier nos partenariats qui vivaient leur vie tranquille, par toujours d'ailleurs pour le meilleur de nos intérêts. L'Asie centrale, si on veut expliquer un petit peu de quoi il s'agit, c'est 76 millions d'habitants, en tout cas répartis dans les 5 pays qui composent, qui sont présents là dans ce sommet. Et surtout, et c'est là l'intérêt principal de ces rencontres, ce sont des réserves colossales en matières premières, que sont les matières premières importantes, que sont l'uranium, le gaz et ce qu'on appelle les terres rares, avec des métaux rares, et ça représente donc un pivot géoéconomique très important, ma foi, en particulier dans une économie qui réclame beaucoup de matières premières rares et de métaux rares pour les semi-conducteurs, etc. En 2020, pas uniquement pour les semi-conducteurs qui servent aux technologies, mais aussi dans une pénurie ou dans un marché comme le gaz ou l'électricité, qui sont des marchés qui viennent de connaître des inflations très importantes. Bref, en 2022, les échanges commerciaux entre l'Union européenne donc, et la région qui nous intéresse aujourd'hui atteignaient 47 milliards d'euros, avec un excédent de 15,2 milliards en faveur des États centra-asiatiques, pour la raison qu'on vient de dire, c'est-à-dire que c'est surtout nous qui importons en Europe les matières premières dont il était question. Notre émission, donc, dans cette émission, nous allons essayer de décrypter les 3 dimensions clés. On va traiter donc ces 3 dimensions clés du sommet, à savoir le premier, c'est la bataille des influences dans ce grand jeu contemporain, donc avec ces matières premières, ces marchés nouveaux ou qui évoluent. Deuxièmement, les priorités concrètes pour ce qui concerne les Européens. Et d'un point de vue des pays, et le troisième point, donc qui est plutôt le point de vue centra-asiatique, ce sont les attentes de ces pays, de ces capitales centra-asiatiques, en quête de diversification aussi de leurs échanges commerciaux. Alors, le premier point, donc, c'est essayer de situer géopolitiquement l'Asie centrale et de le voir comme un nouvel échiquier des rivalités globales que connaissent par nature la géopolitique. Cette zone, c'est un carrefour géostratégique renaissant. En effet, Samarcande, donc la ville qui héberge ce sommet, c'était, je l'ai mentionné en introduction, une étape légendaire des caravanes marchandes entre l'Orient et l'Occident historiquement. Et donc, l'idée, c'est que l'image, un petit peu, c'est qu'elle retrouve son rôle de plaque tournante. C'est un petit peu l'ambition donc de ces pays d'Asie centrale. Ce sont des régions qui sont le plus souvent enclavées. Donc on l'a dit, qui sont composées du Kazakhstan, qui est un grand pays, puisque c'est 2,7 millions de kilomètres carrés, et l'Ouzbékistan, qui est 447 000 kilomètres carrés, donc ça fait pratiquement 5 fois plus petit que le Kazakhstan, et de leurs voisins qu'on a cités tout à l'heure, qui sont plus petits. Et ça, à eux seuls, ces 5 pays, concentrent 40% des réserves mondiales d'uranium. L'uranium, évidemment, essentiel pour les centrales nucléaires qui produisent l'énergie, particulièrement en France, et certainement de plus en plus dans le monde, puisque aujourd'hui, ça reste, par ailleurs, la forme d'énergie la plus propre, et donc qui va avoir tendance, j'imagine, à se développer. Et donc, 40% des réserves d'uranium, je reviens à mon propos, et d'importants gisements de terres rares indispensables à la transition énergétique, tel que je viens de le dire. Ce corridor qu'on appelle transcaspien, c'est un projet phare soutenu par l'Union européenne et qui vise précisément à sécuriser l'acheminement de ces ressources vers l'Europe via donc, la mer Caspienne, comme son nom l'indique, et le Caucase. Dans l'ombre de ce sommet, évidemment, on l'a aussi mentionné, et c'est indispensable de le faire, c'est aussi le duel qu'on a aussi évoqué dans d'autres émissions précédentes,
entre la Russie et la Chine. Je ne parle pas de la Chine et les États-Unis, là c'est aussi un duel entre la Russie et la Chine, parce que malgré les sanctions occidentales, la Russie conserve une emprise forte via une organisation qu'on appelle l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, OTSEC, et surtout l'Union économique eurasiatique qui regroupe donc la Russie et donc les républiques anciennement soviétiques dont il est question aujourd'hui. Près de 30% des exportations kazakhs, par exemple, transitent encore par les infrastructures russes. Donc, sous-entendu, le Kazakhstan et ses républiques, ses ex-républiques soviétiques sont encore très fortement dépendantes de la Russie. Toutefois, et c'est là que se situe le duel Russie-Chine, Pékin a investi déjà 62 milliards de dollars dans cette région via les nouvelles routes de la soie et contrôle désormais 70% des projets d'infrastructure au Kyrgyzstan et au Tadjikistan. Autant dire que, bien sûr, tout ça vient en concurrence de la Russie, pour laquelle c'était des zones qui lui appartenaient historiquement. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça n'est plus le cas aujourd'hui et c'est bien l'enjeu pour ces pays-là. Et puis aussi, dans cette première partie, on évoque l'offensive discrète d'un certain nombre de puissances émergentes, comme la Turquie, par exemple, qui capitalise sur les affinités linguistiques, en particulier en Turkménistan, puisque c'est un pays qui aussi s'exprime en langue turque. Et là, ma foi, il y a une organisation qui regroupe ces États turciques, qui s'appelle l'Organisation des États turciques. On dit que, par ailleurs, l'Arabie Saoudite ou les Émirats arabes ont également investi plus de 8 milliards de dollars dans des projets énergétiques depuis 2022. Face à cette concurrence, face à ces pays qui bougent dans cette région, c'était normal que l'Union européenne mise aussi sur ces pays et apporte sa crédibilité normative, comme le dit Antonio Costa, qu'on a cité tout à l'heure. Notre partenariat ne se résume pas à des contrats commerciaux, mais à des valeurs communes de développement durable. Voilà un petit peu le premier chapitre de l'émission d'aujourd'hui. Le deuxième, c'était d'évoquer donc la stratégie européenne. Le premier point pour les Européens, c'est de sécuriser les approvisionnements critiques. Le pacte vert européen nécessite d'ici 2030 un approvisionnement quadruplé en lithium et autres terres rares, autres métaux rares. Le Kazakhstan, qui est détenteur de 12% des réserves mondiales de cuivre et 30% d'uranium, devient du coup un partenaire clé dans ce nouveau marché. Et on a un projet Euro-Caspian Critical Minerals Partnership qui prévoit d'injecter 1,5 milliard d'euros pour moderniser les mines locales. Le deuxième pilier de la stratégie européenne, donc vis-à-vis des pays d'Asie centrale, c'est le développement d'un certain nombre de projets, ce qu'on appelle le Global Gateway, avec 300 milliards d'euros engagés jusqu'en 2027. Les Européens souhaitent rivaliser directement avec les initiatives chinoises. Et en Asie centrale, donc en conséquence de ce qu'on dit, 87 projets sont en cours de développement, dont par exemple le corridor numérique Transcaspian, c'est-à-dire la mise en place d'une fibre optique, 15 centrales solaires et éoliennes au Kazakhstan ou en Ouzbékistan, et puis, autre exemple, la modernisation du réseau ferroviaire tadjik entre le Tadjikistan, l'Afghanistan et le Pakistan. Le troisième pilier, c'est la diplomatie, la caractéristique normative de la diplomatie, et c'est un point que les Européens essayent de mettre en valeur dans la géopolitique, car concrètement à la Chine, les Européens conditionnent souvent leur aide au respect d'un certain nombre d'indicateurs sociaux et environnementaux. Et le mécanisme qui est appelé donc faire équipe avec l'Europe a déjà formé 4500 fonctionnaires de ces pays centra-asiatiques aux normes de gouvernance européenne depuis 2023 déjà, donc c'est important. Le quatrième et dernier pilier de cette stratégie européenne, c'est l'enjeu, c'est l'aspect sécurité régionale, avec la montée, en particulier avec la montée des tensions côté Afghanistan. L'Union européenne a choisi de quadrupler son budget pour sécuriser ses frontières. Ça représente 342 millions d'euros d'investissement en 2024. Ces programmes forment par exemple des gardes-frontières selon les standards Frontex, les standards européens.
tout en luttant contre le trafic de drogue, qui représente 40% de l'héroïne mondiale qui transite par ces régions. Voilà ce qui était la deuxième partie du propos. La troisième partie et dernière partie du propos, ça concerne donc la stratégie, cette fois-ci, vue des pays centra-asiatiques, qu'on peut résumer à être entre la souveraineté et le pragmatisme. On va dire, si on veut parler de pragmatisme, par exemple, que le Kazakhstan illustre assez bien cette stratégie d'équilibre, puisqu'il est membre de l'Union économique eurasiatique sous la férule russe, tout en étant un partenaire clé des banques et de la stratégie chinoise. Et puis, ma foi, présentement, il est le premier signataire centra-asiatique qui a signé des accords de partenariat renforcés dès 2023 avec l'Union européenne. Deuxième défi aussi de pilier donc, de ces stratégies centra-asiatiques, ce sont les défis structurels. Il y a beaucoup de projets structurels à développer, car malgré un PIB régional de 411 milliards de dollars, il y a de nombreux besoins en infrastructures. On estime cela à 38 milliards annuels jusqu'en 2030. L'Ouzbékistan, qui a libéralisé son économie depuis 2016, elle reste dépendante des transferts de 2 500 000 travailleurs migrants en Russie, et donc ça reste un défi structurel. Enfin, si on se concentre sur l'exemple franco-centra-asiatique, ma foi, on voit que les récentes visites d'Emmanuel Macron à Astana et de Shavkat Mirziyoyev à Paris ont permis de sceller des accords, par exemple, sur l'extraction minière, en particulier sur l'uranium, l'agroalimentaire, avec des projets menés par l'industriel Lactalis, l'industriel français, au Kazakhstan, ou bien aussi de développer la francophonie, avec l'ouverture de 12 lycées français d'ici à 2026. En conclusion, ma foi, donc de tout ce petit chapitre d'aujourd'hui, ce sommet de Samarcande, donc la ville ouzbèque, marque un tournant dans l'histoire des relations euro-asiatiques. Si les défis persistent, il reste une grosse problématique de corruption, par exemple, qui est endémique dans ces pays, puisque, par exemple, l'Ouzbékistan est classé 124e rang mondial, c'est-à-dire très faible, selon Transparency International, qui mesure les niveaux de corruption dans les pays du monde. Ils sont très dépendants, il existe une dépendance énergétique, et puis, ceci étant dit, les complémentarités économiques, elles ouvrent des perspectives inédites, et c'est bien de tout le sujet qu'on a souhaité traiter aujourd'hui. Comme le rappelle Ursula von der Leyen, la patronne de la communauté européenne, l'Asie centrale n'est pas une arrière-cour, mais un pont vers un monde multipolaire équilibré. Et la prochaine étape se jouera en juin 2025, donc prochainement, au Global Gateway Forum de Bruxelles, où 65% des projets présentés concerneront cette région. Voilà, donc c'est tout dire, c'est une bonne conclusion pour dire que, ma foi, il y a beaucoup à faire encore en termes de développement et d'intérêts communs avec les pays centra-asiatiques. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette 38e édition du Monde tel qu'il est. J'espère que ce sujet, que ma foi, vous ne trouverez pas forcément sur d'autres médias que Radio Théolis, vous a intéressé. Que, me semble-t-il, il était pleinement centré sur la géopolitique mondiale, qu'il est aussi une forme de réponse à tout ce qu'on peut voir justement dans les médias ces derniers temps, je le disais en introduction, concernant notre ami Donald Trump et toutes ces problématiques qu'il, a raison ou pas, essaye de lever dans les échanges commerciaux mondiaux, que cette histoire de tarifs douaniers qui changent d'un jour à l'autre. Donc je ne sais pas qu'il en sera au moment où vous écouterez cette émission, mais ma foi, ça bouleverse en tout cas les grands équilibres, ça c'est certain, et que probablement qu'on ne reviendra pas à la situation historique. J'en sais fiche rien d'ailleurs au passage, mais je prends un risque en le disant. En tout cas, il est, à mon sens, de bon ton que des zones du monde puissent s'entendre les unes avec les autres, alors que ce n'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant, que les choses étaient assez stables en matière d'échange.
Et l'Union européenne aussi doit trouver de nouveaux partenaires, doit être beaucoup plus proactive, on va dire, dans la recherche de nouveaux partenaires. Et typiquement, c'est le cas sur ce dossier avec les pays centra-asiatiques. Et c'est pour ça que j'ai souhaité en parler. Voilà, je vais devoir vous laisser à l'écoute de Radio Théolise, votre radio préférée. J'espère vous retrouver dès la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, à très bientôt. C'était Vincent Lequen sur Le Monde tel qu'il est. À bientôt, au revoir.